Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission No Piden, la matinale de la bonne humeur, la matinale où nous vous accompagnons à votre réveil. Réveil que nous vous souhaitons glorieux et une journée merveilleuse qui s'annonce. Et nous sommes heureux d'être avec vous. Et ce matin, comme je vous l'avais dit hier, Madame Danonde est bien là ce matin. Madame Danonde, bonjour. Bonjour, Monsieur Sochoum. Comment vous portez-vous? Très heureux d'être avec vous, Madame. Je le suis encore plus. Très heureuse de vous retrouver, Mesdames. Messieurs, c'est un plaisir, une fois encore renouvelé. Merci d'être là. Alors, Madame Danonde, nous allons passer 90 minutes ensemble avec les téléspectateurs. Nous allons découvrir notre pays à travers les merveilles du Bénin. Bien sûr, nous passerons sur la piste de danse. Absolument, avec le clip du jour. Le clip du jour. Ceux qui sont encore au lit, on va les inviter à se lever. Il est temps. On va demander à ceux qui sont déjà arrivés de mettre le volume. Eh bien oui. D'augmenter le volume à la maison. Non, mais avec tout le respect qu'il faut aux voisins. Aux voisins. Voilà. En dehors de ça, nous aurons le débat. Ah oui. Le plat de résistance de votre émission No Piden. Absolument. Et ce matin, mesdames, messieurs, nous allons parler des couples et surtout d'un sujet qui parfois apparaît comme un sujet tabou. On va parler un peu de ce déséquilibre que pourrait créer la ménopause précoce dans le couple. Effectivement, ça suscite beaucoup de discussions dans les foyers, surtout dans les couples où il y a moins de dialogue. Oui. C'est la femme qui subit, le mari ne comprend pas. Oui. Nous avons sur ce plateau, ou nous aurons sur ce plateau, ce qui est sûr, ils sont là déjà, des invités avertis pour nous donner toutes les informations possibles. Comment faire? Est-ce qu'il y a possibilité même d'éviter la ménopause précoce pour sauver le foyer? On parlera de tout ça. On va en parler justement, oui. J'allais dire, mesdames, messieurs, et puis on aura notre boulevard culturel habituel. Ça va être us et coutumes, ça va être prénom africain, oui. Et puis ça va être aujourd'hui une idée de business. Madame Danonde va se faire le plaisir. Ah oui, business assez rentable, très rentable. Oui. Voilà qui donc va intéresser nos téléspectateurs. Mesdames, messieurs, voilà un peu le menu, la charpente de votre émission de ce matin. On va démarrer avec les merveilles du Bénin. Nous parlions tantôt, mesdames, messieurs, à l'entame de cette émission, du volume de la musique qu'on va devoir mettre maintenant pour réveiller davantage ceux qui s'étirent un peu dans le lit et tout, toujours dans le respect du voisinage. Parce que si vous avez le droit de bien jouir de votre musique dans votre maison, il faut aussi respecter le droit à la tranquillité des voisins. Allez, c'est sûr que nous sommes aussi chez les voisins, nous en fait pas. Eux aussi s'apprêtent à mettre le volume. Ça, c'est clair, hein? Donc, voilà, nous sommes chez tous les voisins, ne vous en faites pas. Mesdames, messieurs, on va y aller avec le clip du jour et nous sommes dans la tendance de cette nouvelle génération d'artistes chanteurs du Bénin qui se révèlent de jour en jour dans leur production musicale. Et ce matin, on va découvrir, sinon redécouvrir pour certains, l'homme qu'on appelle Madano. On dit l'amour ça renforce, le même amour ça détruit. Des fois l'amour te mélange, tu souris bêtement jusqu'à ça te suffit. Faut jouer à pile ou face avec une pièce de 25. Tu vois l'amour c'est comme ça, il a deux visages, donc on va faire avec. Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est comme ça,
L'amour c'est trop fort, c'est bizarre, c'est comme ça. On peut t'aimer pour ton physique, on peut t'aimer avec le cœur, ou bien parce que tu es stylé, t'es charismatique, t'es frimeur. On peut t'aimer pour ton talent, aucun homme n'est vilain avec l'argent. C'est l'eau qui lave, mais au final, chacun son genre. Y'a des gens qui se battent pour leur travail, ça c'est l'amour intellectuel. Y'a des gens qui aimeraient tout le monde, ça c'est l'amour fraternel. Y'a des gens qui adorent les grosses fesses, ça c'est l'amour corporel. Mais certains c'est la fête, c'est les bijoux, les voitures, l'amour matériel. Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est comme ça, c'est trop fort, c'est bizarre. Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est trop fort, c'est bizarre, c'est comme ça. Harry le Béguiste, Maman Claudine et Padre Stallone, Maman Georgette Samuel Ito, Tata Inès et Steven Facia, Maman Joël, Papa Zoso André, Lumière et Moulay Yaboudou, Kira et Kari Yamoussou, Président Moures, Aziza Djabel, Osvaldo Miki, Et oui, les choses de l'amour, un test assez riche, hein? Je pense que vous avez aimé, hein? Enfin, nous avons tous aimé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec la complicité de notre collègue Fulgencia Montandi, on nous a proposé cette belle palette musicale. Vous savez, les choses de l'amour, oui, parfois on se dit, mais les autres sont heureux, pourquoi nous on ne l'est pas? Pourquoi nous on ne vit pas ça comme les autres? Il faut choisir son camp, disait l'artiste. Hein. Tout à fait, il faut choisir son camp. Ah bon, tout dépend de l'expérience de chacun. Hein. Ouais, tout dépend de l'expérience de chacun, tout simplement. Ça, c'est juste une découverte pour moi. Ah ouais. Ma Dano, oui, voilà, je ne l'ai jamais connue, je ne l'avais pas connue. Ah, là, oui. C'est une découverte et c'est pas mal. Ah ouais. J'ai fait rapidement une tour sur la toile, j'ai vu qu'il fait le buzz. Et comment? Ah ben franchement. Dans la jeune génération. Ah non, mais je suis aussi de la jeune génération. Je n'ai pas dit que vous avez commencé par vieillir, Madame Danon. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas l'intention de dire. En tout cas, une chose est sûre, quelle que soit la situation, si l'on peut faire en sorte d'être heureux, il faut être heureux. Il faut donc vivre l'amour à plein temps. Mais attention. Il faut avoir l'âge de vivre l'amour pour le vivre. Vous avez toute la vie pour vivre de l'amour. Concentrez-vous sur vos études, chers jeunes, concentrez-vous sur votre travail et puis vous aurez le temps de vivre l'amour toute la vie. Parce que l'amour, ça ne se mange pas. Hein? Ça ne se mange pas. Encore que l'artiste même l'a dit, j'ai lu ça tout à l'heure. Il disait, ben, je sens que beaucoup vont faire des bébés en suivant cette chanson. Faites doucement. Alors, faites attention, hein, parce qu'un bébé ne fait pas un bébé. Hein. Des enfants ne font pas des enfants. Il faut grandir, il faut être mature, il faut avoir son travail, comme le disaient nos parents. Hein, oui, c'est ton travail, ton premier mari. Ah, voilà, c'est ton travail, ta première femme. Ah oui, pourquoi? Dans les deux sens, ça doit être valable. Hein? C'est encore que les hommes ont davantage de responsabilités, donc il faut faire attention. C'est vrai, mais ce qui est bizarre, c'est que les parents n'ont jamais dit ton travail est ta première femme. Bon, jeune homme, ce matin, toi, tu me regardes, je te dis, ta première femme, c'est ton travail. C'est important. Allez, mesdames, messieurs, on va aborder donc le plat de résistance de ce matin et on va le faire juste après cette virgule. Mesdames, messieurs, vous le savez, ce sujet est souvent présenté comme un sujet tabou.
La ménopause précoce est bel et bien une réalité dans la vie de certaines femmes en particulier et dans la vie de certains couples en général. Quand cela arrive très jeune ou relativement jeune, la ménopause arrive, comment est-ce que le couple doit réagir? Est-ce que la ménopause pourrait être un élément de dysfonctionnement, un élément de déséquilibre dans la vie du foyer? C'est ce dont nous allons parler ce matin, Madame Danonde. Et oui, nous allons en parler avec le gynécologue obstétricien Komlan Agossou. Merci d'être là, docteur. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir pour moi. Il est partagé. En face de vous, nous aurons tout à l'heure une femme qui certainement viendra nous parler de son expérience, Madame Kperoum. Et au téléphone, Charles Orubata, notre conseiller matrimonial, va également intervenir sur la même thématique. Merci, Madame Danonde, voilà qui est bien présentée. Alors, docteur Komlan Agossou, on va avec vous commencer par essayer de clarifier ce concept, de comprendre ce que l'on entend par la ménopause et surtout la ménopause précoce. Bien, vous savez que les femmes sont à maturité, donc à l'âge qu'on va dire, enfin, dès que les femmes commencent par avoir la fonction adulte, leur vie est réglée de façon cyclique par les menstruations ou les règles. Et ce réglage est du fait de ce qu'on appelle les ovaires. Les ovaires étant les gonades féminines ou femelles, sinon les glandes sexuelles femelles ou féminines, ce qui est l'équivalent des glandes sexuelles mâles que constituent les testicules. Chez l'homme. Donc, c'est la production de certaines substances par ces glandes-là, des substances qu'on appelle des hormones sexuelles. Et c'est la production de ces substances qui régule la vie de la femme. Et ces hormones participent énormément à l'apparence de la femme, déjà, à la qualité de sa peau, à ses formes, à la répartition des graisses, donc au galbe des seins, ainsi de suite. Je m'en arrête là pour ne pas faire trop de descriptions qui vont devenir tendancieuses. Et donc, c'est ce qui fait que la femme peut avoir aussi une vie sexuelle. Voilà. Et ces glandes-là sont sous le contrôle d'une autre glande qui est logée dans le cerveau, que l'on appelle l'hypophyse. L'hypophyse elle-même qui est sous le contrôle d'une partie autre du cortex cérébral qu'on appelle l'hypothalamus. Donc, c'est tout un système qui s'autocontrôle. Un système bien organisé. C'est très bien organisé, qui part de l'hypothalamus, donc, qui est le chef d'orchestre, qui vient à l'hypophyse et qui descend au niveau des ovaires, ce qui fait que, de façon cyclique, la femme ovule. Et s'il n'y a pas de fécondation, eh bien, elle a les règles. Donc, le but premier du cycle hormonal, c'est de produire un ovule pour une fécondation. Alors, mais là, d'où vient la ménopause précoce, docteur? Alors, donc, la ménopause, qu'elle soit précoce ou non, c'est la cessation de l'activité ovarienne qui supprime le cycle ovarien et qui va se caractériser donc par l'arrêt des règles et par l'appauvrissement de l'organisme en hormones sexuelles, spécifiquement les œstrogènes. Donc, la production de ces hormones va diminuer de façon drastique, des fois va être complètement nulle. Mais pourquoi? Donc, parce que justement, ces hormones sont produites par le follicule. C'est des hormones qui sont produites au niveau des ovaires par les follicules qui sont en développement. Les ovaires n'étant plus en activité réellement. La production cesse. Oui.
Parce que quand je dis les follicules, le follicule, c'est l'entité qui va sécréter ou qui va donner un ovule. Donc, c'est un ensemble au sein duquel se trouve l'ovule. Et cet ensemble évolue sous l'influence des hormones de l'hypophyse. D'accord. Ça, c'est une description Qui pour se la ménopause développe. en général. Voilà. Maintenant, la ménopause, si elle est précoce, c'est juste une question d'âge. Justement, à quel Donc, âge il on y a va une parler de ménopause précoce et de ménopause en griffe normale? La ménopause est normale quand elle survient après 40 ans. Ah, d'accord. Donc, quand elle survient avant 40 ans, elle est précoce. Donc, c'est tout simplement comme ça. Et on peut retrouver des cas extrêmes de ménopause à 22, 23 ans. Ah oui? Bon, j'en ai vu quelques-uns. Au Bénin, ici, là. Oui. Ah À bon? Cotonou. Mais qu'est-ce qui en est la base? Ben, la ménopause précoce, il y a plusieurs types de catégories. Et vous ne vous doutez pas forcément de toutes les catégories, mais il y a les catégories normales où on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de raison valable, Voilà. de raison apparente. Rien n'a été fait pour que ça arrive. C'est une situation, on va dire, d'anomalie physiologique qui fait que la personne se retrouve dans cette situation qui lui est défavorable, où ses ovaires ne fonctionnent pas de façon suffisante. Donc, elle va avoir les règles rares et va présenter des signes de ménopause. Alors, docteur, dites-nous, hein, de façon concrète et de façon physique, comment est-ce que cette ménopause précoce se manifeste-t-elle chez la femme? Donc, comme je disais, les règles vont être rares, sinon vont être complètement absentes. Et s'il n'y a pas de règles, évidemment, la jeune femme veut tomber enceinte. Pas possible. Elle ne peut pas tomber enceinte. Donc, elle est en couple, mais elle n'arrive pas à concevoir. Donc, D'accord. c'est... Docteur, on va marquer une pause. On va demander à madame de venir. Venez. On a notre deuxième invité, mesdames, messieurs, qui nous a rejoint. Madame Péon, merci de vous installer. Voilà. Installez-vous confortablement. Bienvenue à vous. OK. Alors, le temps que vous installez, docteur, vous pouvez continuer votre développement. Voilà. Donc, bonsoir madame, bienvenue. Donc, je disais tantôt que On parlait des manifestations. les manifestations de cette ménopause précoce, donc, Les règles deviennent c'est rares. les règles qui vont devenir rares et qui vont peut-être disparaître complètement. C'est également que la jeune femme n'arrive pas à assouvir son désir de concevoir et elle va présenter peut-être d'autres signes, des signes surtout liés à la température. Justement. Donc, perception de chaleur. Voilà, Vous les avez bouffées parlé de chaleur. exactement, Bouffées de c'est le chaleur. terme qui ressort très souvent. Souvent. Qu'est-ce que les bouffées de chaleur viennent chercher dans cette situation, docteur Comlan? Ben, les bouffées de chaleur, justement, c'est la carence en oestrogène qui fait que il y a ces bouffées de chaleur. Le contrôle thermique de la personne est bouleversé à l'intérieur. Donc, il y a des sensations de montée de chaleur à l'intérieur du corps. Vous voyez, par exemple, sous cette climatisation, la dame, elle a chaud. Elle a extrêmement chaud. Et on se dit, mais malgré la fraîcheur de l'ambiance, de l'environnement, elle transpire. Non, elle a chaud. Chaud, OK. Transpirer est une autre manifestation. OK. Et qui fait partie aussi de ces manifestations. D'accord. Donc, elle transpire Docteur, trop. vous allez continuer tout à l'heure. Le temps de prendre une première parole avec le conseiller conjugal Charles Orobata. Monsieur Orobata, bonjour. Oui, allô, bonjour à vous. Ah, bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir ce matin. Oui, je suis avec vous. Alors, dites-nous, est-ce qu'il pourrait y avoir, disons, la survenance d'une sorte de malcompréhension qui pourrait déséquilibrer le couple si celui-ci est
confrontés à une ménopause précoce? Bonjour, monsieur le docteur. Bonjour à toute l'équipe dirigeante de l'émission Nopinen. Bonjour aussi aux téléspectateurs. Oui. Ce que je peux dire tout de suite, c'est que, avec tout ce que le docteur a expliqué, vous comprenez que lorsqu'il s'agit de l'intimité sexuelle, l'une des composantes du couple, qui est la femme, ne se sentant pas bien dans sa peau, il est clair que cela aura une conséquence immédiate, et je dirais même au sens négatif, ce sens que l'un ne va pas se donner et l'autre sera frustré. Donc c'est la première conséquence. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas toujours de la volonté de la femme quand ces situations surviennent, et pire encore quand ça survient de façon précoce. Vous voyez, tout à l'heure, le docteur disait que quand c'est avant 40 ans, c'est pas normal. Et je dirais que jusqu'à un passé, normalement, c'est à partir de 50 ans, une femme peut espérer aller à la ménopause. Mais aujourd'hui, compte tenu de beaucoup de facteurs, notre alimentation, le stress dans lequel nous sommes constamment confrontés, l'influence de l'environnement très pollué, tout ça participe à ce que la femme voit son cycle menstruel se réduire. Donc, du coup, ça a une conséquence immédiate dans sa relation avec son époux. Justement, Alors, Monsieur Orubata, oui. Quand vous dites que ça pourrait avoir une conséquence avec son époux, est-ce que ça ne fait pas intervenir la notion de maturité ou bien d'immaturité dans le couple, puisque cela ne dépend pas de la femme? Oui, mais c'est que contrairement à ce qu'on s'attend à voir, plus l'homme est en train de prendre de l'âge, plus l'envie sexuelle grandit. Alors que plus la femme est en train de prendre de l'âge, moins l'envie sexuelle est là. Ça dit, je vais dire que ça diminue. Parce qu'en réalité, vous voyez là, il y a une sorte d'épuisement des ovocytes. Et cela agit sur les glandes endocrines. Donc, du coup, la femme sent de moins en moins l'envie. Pas parce qu'elle n'a pas des envies sexuelles, mais l'envie d'aller à l'acte sexuel diminue. Parce qu'avec le temps, ça devient douloureux pour elle. Donc, du coup, elle préfère de moins en moins s'adonner à ça, quand bien même parfois l'envie est là. Et vous voyez tout à l'heure, vous n'avez pas laissé le docteur aller jusqu'au bout par rapport aux caractéristiques. Il y a les bouffées de chaleur, il y a l'état dépressif. Les femmes à cet âge-là, ont de grandes transpirations, des transpirations excessives. Et puis même des insomnies. Ah oui? Chez certaines personnes, ça va jusqu'à des insomnies. D'accord. Et puis il y a l'atrophie aussi vaginale. Donc les muscles au niveau du vagin s'atrophient de telle sorte que ça devient une corvée pour lui qu'un homme entre en intimité avec elle. Ouais, donc là, lui parler de maturité, c'est peu dit. Vous voyez, parce que c'est vrai que l'homme qui comprend que sa femme a atteint un certain âge va comprendre, mais ce n'est pas pour autant que dans son corps, ça ne va pas vibrer. Son corps va vibrer à l'idée d'avoir l'envie sexuelle, et peut-être sa femme ne va pas répondre. D'accord. Et c'est ce que la société africaine avait compris en permettant à l'homme de prendre une seconde femme. Et peut-être une femme un peu plus jeune que sa femme qui a atteint un certain âge. Alors, vous avez les preuves de ce que vous dites, Charles Orubata? Vous permettez? C'est le conseiller conjugal qui parle. Permettez-moi d'aller. Oui, allez-y, monsieur Orubata. Ça permet à l'homme de ne pas aller verser toute son énergie sexuelle dehors. C'est conservé à l'intérieur de l'environnement familial, de l'environnement conjugal. D'accord. C'est indiscutable. Malheureusement, la société aujourd'hui, dans son évolution, ne permet plus ces choses-là. Du coup, qu'on le veuille ou pas, soit l'homme fait un effort de sublimation en essayant d'orienter son énergie sexuelle vers autre activité qui va l'absorber plus et qui, malheureusement, sans le savoir, va l'amener à être très absent vis-à-vis des sollicitations de son épouse. Et il va être plus absent à tout ce qui est intimité. D'accord. Monsieur Orubata, vous continuez de garder la ligne. Mais quand même, docteur, il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, que beaucoup disent, la rareté des rapports sexuels pourrait créer une ménopause précoce. Est-ce que c'est vrai? Ça n'a rien à voir. Parce que quand on entend ça, on se dit, mais dans le couple, s'il y a rareté des rapports sexuels... Non, je pense que c'est l'expression de la
la situation de sexualité du couple qui est rapportée. Ok. C'est-à-dire qu'en cas de ménopause, qu'elle soit précoce ou non, les rapports sexuels ne peuvent plus être aussi fréquents qu'avant, vu les conséquences de la ménopause sur la femme et sur sa sexualité, puisque je disais tantôt que la réduction, voire la suppression de la production des oestrogènes va dégrader le corps de la femme. En agissant sur la peau pour l'apparition des rides, mais surtout aussi en agissant sur l'organe sexuel qui va commencer à regresser, donc diminuer de taille, assécher les muqueuses, parce que les sécrétions lubrifiantes ne vont plus se faire de façon aussi abondante qu'avant et de moins en moins. Donc, évidemment, les rapports sexuels seront douloureux, pas parce que la femme n'aura pas envie, mais parce que l'acte sexuel va devenir pénible du fait d'une lubrification faible. D'accord. Donc, au fur et à mesure, va comme une corvée, en fait. Ça devient une corvée si rien n'est fait. Parce que c'est une situation anormale à laquelle il faut trouver une solution. Au lieu d'aller se cacher. Mais moi, je me pose quand même la question, peut-être revenir à Mme Péron, est-ce normal que cela puisse susciter des problèmes dans les foyers? Parce que, comme le médecin l'a dit, c'est un fait anormal qui ne vient pas de la femme. Est-ce qu'en temps normal, il ne devait pas y avoir une compréhension entre les deux? Ok. Normalement, si la ménopause précoce survient, c'est au couple et le mari et la femme de pouvoir s'entendre pour trouver une solution à cela. La ménopause précoce ne doit pas amener ou créer du moins des disputes ou encore un conflit dans le couple. Ce n'est pas normal. Il faut chercher, vous voyez, la solution. Comment procéder pour que la femme puisse, à l'aide de quelques traitements, retrouver ses fonctions normales, pour que ses ovaires puissent retrouver un peu leur fonction. Leur fonction. Voilà. D'accord. Alors, Charles Roubata, on revient à vous. Monsieur Roubata, voilà, toujours parlant des discordes qui sont causés à cause de la ménopause précoce, est-ce que déjà des gens viennent vous voir pour des raisons du genre? Bien sûr. La ménopause précoce. La plainte vient de qui généralement? Souvent la plainte vient des femmes. Ah oui? Et elles viennent vers vous. Elles vont vers le gynéco. Cela paraît paradoxal, non? Ceux qui sont plus considérés par les conseils conjugaux, ceux qui considèrent plus les conseils conjugaux sont plus les femmes. Ah, d'accord. Dites-nous. Parce que rapidement, les hommes se rencontrent, cette préoccupation d'une manière ou d'une autre. Mais c'est plus les femmes qui se plaignent de ce que, l'homme est de plus en plus absent, l'homme est de plus en plus moins attentionné, l'homme n'est plus le même. Donc, effectivement, on peut dire, sur tel plan, comment ça évolue, sur tel plan, comment ça évolue. Quand tu abordes la question du plan sexuel, infinité sexuelle, je vais dire, vous êtes en tant que, on fait tout autour de ça. Vous voyez, parce que lorsque le corps de la femme ne répond plus, l'homme sent ça comme une sorte de rejet. Ouais. Et c'est vrai que la femme, dans la période de la ménopause, elle est fatiguée. Oui. C'est aussi l'un des signes, elle est fatiguée. Donc, quand aujourd'hui l'homme vient, il est fatigué. Il sent qu'il est rejeté, parce que pour l'homme, c'est une sorte de rejet. Parce que la femme ne participe pas, elle n'a plus les mêmes envies qu'il y a des années avant. Donc, du coup, l'homme sent comme si, ces gens prennent pour toi et vas-y, quoi. Ouais. Donc, il n'y a que ceux-là qui cherchent quand même à discuter, comprendre avec la femme qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça se passe ici, chercher à discuter un peu plus
qui vont essayer de prendre quand même à cœur la chose et prendre de la hauteur. Et puis, si par nature, la femme était habituée, bon, pour un rien, à priver l'homme du sexe, pour rien, à priver l'homme du sexe sous prétexte de la fatigue, j'ai pas envie, je suis fatigué. Bon, ça devient une routine dans son esprit. De telle sorte que l'homme préfère vaquer à autre chose, mais l'homme préfère créer un environnement mythique autour de lui dans lequel la femme n'a pas à faire. Donc la femme commence par se sentir étrangère. Et puis le compte dans tout ça là, c'est que quand il y a peut-être des enfants, elle est plus focalisée dans son travail de mère. Ça veut dire que bon, ils vivent ensemble, mais ils sont des cohabitants. Ouais. Donc il y a que les hommes qui font preuve d'une certaine maturité, d'un certain intérêt pour leur intimité, quand même entre époux, qui s'intéressent, qui s'écartent plus, et ensemble réfléchissent avec leur femme sur la manière de pouvoir s'en sortir. Parce que et puis ça dépend aussi de la place que la femme accorde au sexe, à la question du sexe. Si par nature elle n'était pas trop habituée à ça, elle n'était pas l'objet de sa préférence. Donc quand ça arrive, bon, elle coule toujours dans son habitude. Alors que quand c'est quelque chose pour lequel, et pour laquelle du moins, la femme avait de l'intérêt, bon, elle réfléchit ensemble avec son mari, mais même sa femme va demander conseil pour savoir comment faire pour quand même amener mon homme à ne pas porter le regard dehors. D'accord. Monsieur Roubata, vous continuez de garder la ligne. J'ai bien envie de poser cette question au docteur Agossou. Docteur, est-ce qu'en réalité, il devrait y avoir de problèmes de malcompréhension? Est-ce qu'il devrait y avoir dysfonctionnement ou bien même déséquilibre du couple quand un phénomène naturel survient de cette façon-là dans le couple? Alors, je n'avais pas évoqué tous les aspects des causes, parce qu'il y a le côté anormal ou anomalie spontanée, mais il y a le côté induit. Dites-nous. Il y a le côté induit par les traitements. Par exemple, je sais, de par ma profession, qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui prennent des médicaments stimulant l'ovaire pour essayer de tomber enceinte toute seule. Ah ouais? C'est de pratique courante. Tomber enceinte toute seule? Oui. Enfin, quand je dis toute seule, je ne dis pas qu'elles veulent tomber enceinte toute seule. Je dis qu'elles le font toute seule, sans un avis médical. Un avis médical, d'accord. Sans une prescription, elles se gavent. Et quand je dis qu'elles se gavent, c'est qu'elles prennent pendant plusieurs cycles et plusieurs années des médicaments qui stimulent l'ovaire. Ces médicaments-là vont épuiser la réserve ovarienne et rapidement, elles vont se retrouver également à la ménopause. Ça, c'est causé par elle-même. C'est causé par elle-même, mais c'est causé par la prise du traitement. C'est ça. Et cette prise de traitement peut aussi être ordonnée par un médecin incompétent ou un médecin qui exagère. Parce qu'il n'est pas le médecin approprié. Ou il veut satisfaire coûte que coûte la dame. Non, il y a beaucoup de femmes qui, pour un désir de maternité, ne rencontrent pas forcément un gynécologue. Qui vont rencontrer des médecins généralistes. Le gynécologue est le spécialiste de cette question-là. Elles n'attendent pas d'avoir un diagnostic clair de leur situation, mais plutôt elles préfèrent faire une stimulation de l'ovaire parce qu'elles ont appris qu'en stimulant l'ovaire, on peut tomber enceinte. Ça, c'est les travers aujourd'hui de l'information démocratisée. Sur les réseaux sociaux. Ça sont plus et sont moins. Sont moins. Donc, à part ça, il y a les traitements des maladies, les traitements médicaux et rayonnement des maladies cancéreuses. Par exemple, lorsqu'on traite quelqu'un par une chimiothérapie ou par une radiothérapie, qui sont des moyens qu'on utilise pour traiter des cancers, cancer de l'utérus, de l'ovaire, cancer du sein, il y a un risque qu'il y ait une ménopause. Surtout si ces maladies arrivent à une femme qui est dans la fleur de l'âge, 35 ans, 30 ans. C'est possible. C'est possible. Lorsqu'il y a une maladie de l'ovaire qui nécessite une opération chirurgicale, on va enlever l'ovaire à cause d'une tumeur de l'ovaire. On va enlever les deux ovaires en général parce que la tumeur semble être cancéreuse. On va enlever les deux ovaires, on va enlever l'utérus et on va enlever des ganglions et un certain nombre d'autres structures dans l'abdomen. Ça va mener également à une ménopause. Donc, ce sont des ménopauses qu'on nous on appelle iatrogènes, c'est-à-dire c'est des ménopauses induites par le traitement médical. D'accord. Donc, c'est un autre cas dans lequel la femme va se retrouver toujours en ménopause et de façon
soit précoce, soit normale. Mais plutôt précoce parce que c'est notre sujet. Donc, la sexualité, c'est ce qui maintient le couple. C'est l'objectif du couple. Je ne sais pas si... C'est carrément ça. Il n'y en a pas d'autre puisque c'est la seule chose qu'il n'y a pas chez soi. C'est la seule chose que la société veut protéger. La société veut réglementer la sexualité. Sinon, il y a un danger énorme qui est le désordre et comment je vais dire, la pagaille, la brutalité. Oui. Imaginons un instant une société dans laquelle il est permis à tout le monde de s'attaquer à tout partenaire ou à tout partenaire. Ça va être une anarchie. Anarchie qui ne dira pas son nom. L'anarchie est ingérable. Oui. Donc, pour ne pas en arriver là, la société est bien organisée pour que la sexualité ne soit accessible qu'aux gens qui se sont conformés au cliché « nous sommes en couple ». Maintenant, on n'est pas en couple pour qu'il n'y ait plus de sexualité. D'où le besoin de communiquer. C'est ça. Ce qui est difficile à cause du tabou sexuel. Le corps humain comprend la tête, le tronc et les quatre membres. Mais le membre muet, lui, il s'exprime quand même. Oui. Aucun d'entre nous n'a appris ça à l'enfance qu'il y a un membre qui s'appelle sexe. Mais nous en faisons usage aujourd'hui. Oui. Alors, ça, c'est un gros souci. Je pense que ce côté doit être traité. Effectivement. Il faut passer l'étape. Et ça m'amène à ouvrir le voile sur l'éducation sexuelle au primaire qui a soulevé tollé partout dans le monde. Tout le monde dit on veut pervertir les enfants. Mais écoutez, si vous ne parlez pas de sexualité à un enfant, vous continuez de lui faire croire qu'il n'a pas de sexe. Or, il voit ça, et jusqu'à prendre de l'âge. Effectivement. Donc, la difficulté de communication... Et ça je l'éducation ne vous arrête sexuelle. pas, ça se ressent même dans le couple où des hommes, même des femmes ont du mal à s'ouvrir à leur époux par rapport à leurs problèmes, changement de corps, la ménopause précoce. Le dialogue déjà à ce niveau même pose problème. Voilà. Et donc, la question est comment les gens vivent leur sexualité. Parce que la sexualité doit être vécue et elle doit être entretenue. Les jeunes... Par les deux, n'est-ce oui, pas? dans le couple. Dans le couple. Parce que je m'imagine bien que ce n'est pas simple pour les couples habituellement d'évoquer la sexualité. Sujet, voilà, de façon... Même en couple établi, c'est rare de discuter de sexualité, de s'asseoir, de mettre sur la table le fonctionnement de la vie sexuelle des deux partenaires. D'accord. Alors, comment est-ce que ça se fait? Si ce n'est pas fait entre nous, c'est peut-être parce que nous ne savons pas comment s'y prendre. Et on a besoin d'appui dans ce cas-là. D'accord. Et je pense qu'il faut voir des thérapeutes. Des thérapeutes. Okay. On va, docteur, avec votre permission, on va à présent écouter donc le son de cloche de quelques Béninois rencontrés dans la ville par David de Cotonou, je vais dire, par notre collègue Oseni Adeleke. Et dans le contexte où on dit ici en Afrique, celui qui n'a pas planté un arbre a vécu inutilement. C'est deux contextes. Vous prenez un couple, par exemple, qui n'a pas d'enfant. La femme va à la ménopause précoce. L'homme tendant à aller chercher une femme pour avoir une progéniture. Vous voyez ce que cela peut engendrer au niveau de sa compagne. C'est un déséquilibre. Mais elle n'est pas tout à quand même. Mais ça peut créer un problème très sérieux entre la femme et l'homme. Parce que le monsieur veut avoir d'enfants nécessairement. De notre point de vue, la femme aussi, les gens peuvent avoir des critiques sur elle. On peut dire, oui, c'est parce qu'elle a une vie de débauche, elle a mené une vie de débauche au cours de son existence, qu'elle n'a pas eu à faire des enfants, ou bien elle a fait assez d'avortements. Vous comprenez que c'est un déséquilibre mental à son niveau. Parce que les critiques, ça n'en finit pas. Voilà le premier cas. Le second cas, lorsque c'est un couple, par exemple, qui a déjà des enfants, je ne pense pas que cela puisse poser un problème. J'ai déjà des enfants avec mon épouse. Elle va à la ménopause précoce.
je ne pense pas que cela puisse créer un problème. On a déjà des enfants. Quel problème ça peut créer? Encore même que les gens, à des mois donnés, après quelques nombres de gestes, après un certain nombre de gestes, cherchent à aller prendre des méthodes contraceptives pour ne plus faire des enfants. Maintenant, la ménopause vient régler un problème. À mon avis, je crois non. Parce que la ménopause précoce peut être traitée. On ne peut pas tout de suite dire que ça va créer des déséquilibres. Parce que je crois que d'abord les médecins peuvent témoigner. C'est que quand c'est un traitement, on peut guérir ça. Donc cela ne doit pas constituer en réalité un problème pour les couples. Donc c'est un peu ça. En réalité, le monopole, c'est une malformation. C'est-à-dire, à moins de 40 ans, tu as le monopole. Donc ça se guérit. Mais cela est différent de stérilité. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse souvent cette confusion. Donc je crois qu'en ce qui concerne le monopole précoce, ce n'est pas un problème. Si nous suivons très bien les traitements, cela peut être corrigé. La science nous enseigne qu'il y a des phénomènes hormonaux qui se passent chez la femme. Bon, ça varie selon l'âge. Donc les phénomènes de ce genre peuvent effectivement influer sur le coût du foyer. À un moment donné où la femme ne répond plus correctement aux attentes de l'homme, bon, on ne peut pas tout de go négliger ce phénomène et prendre la femme comme naturellement au départ. Donc vous voyez, donc il est de bon ton qu'on y tient compte. La ménopause, ça effectivement son effet sur le coût du foyer, les attentes que le partenaire a de sa partenaire. La ménopause précoce peut amener des déséquilibres dans le foyer. Parce que la femme qui est ménopausée précocement, souvent, bon, c'est vrai que je n'ai pas trop d'expérience par rapport à ça, mais j'entends dire qu'elles sont perturbées, elles ont des malaises et tout, ce qui peut empêcher ou bien entraîner des dégoûts par rapport à la vie de couple, à la vie sexuelle. Et si le monsieur ne prend pas garde, il risque d'aller au dehors. Et oui, s'il ne prend pas garde, alors voilà la conclusion tirée par l'une des intervenantes. J'ai bien envie de demander à Mme Péon Nicole, qu'est-ce que vous pensez des avis de nos compatriotes? Par rapport au premier intervenant qui avait dit tantôt que sa femme lui a déjà fait des enfants, que pas besoin de problème pour lui. Est-ce qu'ils ont déjà des enfants? En fait, la vie de foyer, c'est pas uniquement avoir des enfants. Ah ouais? Oui, c'est pas uniquement avoir des enfants. Et bon, je dirais plutôt, les gens vont penser que c'est un peu pervers. Mais si un homme et une femme se mettent ensemble, première des choses, c'est pour un plaisir sexuel. C'est pour un plaisir sexuel. Donc, dire qu'avoir des enfants peut combler le vide sexuel dans la famille. Voilà. Vous estimez qu'il se trompe? Voilà, il se trompe. D'accord. Donc, par rapport à la dernière intervenante, au malaise et autres, bon, c'est normal. C'est des signes qui apparaissent lors de la ménopause précoce. Mais ça entraîne, je dirais, des problèmes psychologiques. Et je pense que si ces signes apparaissent, le mieux, c'est d'aller voir son gynécologue qui va chercher ou bien, je ne sais pas trop, trouver des solutions. S'il faut voir un psychologue ou pas. Il est bien placé pour en parler. Il est pour sur mieux le plateau. cadrer, pour que la femme puisse retrouver son humeur et pour que la joie règne dans la famille. D'accord. Voilà. Docteur Agossou, est-ce que la ménopause précoce se guérit? Est-ce qu'il intervenait d'abord sur la vie des citoyens? Bon, d'accord. Je pense que les citoyens ont quand même fait le tour des difficultés
qui apparaissent dans le cas. Oui. Dans le cas de la ménopause précoce, on voit bien qu'il y a les questions liées à l'infertilité qui sont soulevées. Oui. Il y a les questions liées à la prise en charge qui sont soulevées par l'autre intervenant. Oui. Et il y a les questions des conséquences comportementales qui ont été soulevées par la dernière, à savoir que le conjoint pourrait se sauver par la petite fenêtre. Voilà. Et moi, je me demande même si le cas évoqué par Mme Kweoun, le monsieur qui dit, bon, ça, qui résume, je dirais, la sexualité de sa femme à la procréation, ne se réfugie déjà pas au dehors. Bon. Si jamais celle-là souffre de ménopause précoce. On évite de lui prêter des intentions. Non, bon. On ne va pas prêter des intentions aux compatriotes qui ont bien voulu répondre à nos questions. Hein? Oui. Mais, alors, docteur, on va priorité avant de venir à M. Oroubata. Est-ce qu'en réalité, il y a un traitement pour la ménopause précoce de sorte que la femme puisse guérir? Alors, les désagréments causés par la ménopause précoce peuvent être au point où la vie courante soit très perturbée. Et donc, évidemment, vous voyez bien, quand on parle de bouffée de chaleur, quand on parle de sensibilité spéciale à la chaleur, il y a des endroits où il ne fait pas si chaud que ça, mais la femme ne supporte pas. Elle a chaud. Elle a chaud, même sous le climatiseur. Puis ensuite, on coupe le climatiseur et elle a toujours très chaud. Ainsi de suite. Donc, c'est des situations vraiment difficiles qui vont faire que, imaginez une femme de 30 ans qui est en ménopause précoce et qui a une sécheresse vaginale qui l'empêche d'avoir une sexualité. Ça va lui poser un problème psychologique grave à la longue. Donc, on peut intervenir. On ne va pas guérir de la ménopause parce que, évidemment, guérir veut dire prendre un traitement et puis, à la fin du traitement, on retrouve un état normal. Par contre... La ménopause ou la ménopause précoce? La ménopause précoce. On ne peut pas en guérir. On ne peut pas en guérir parce qu'on est déjà en ménopause. Les ovaires sont déjà dans un état d'insuffisance. Donc, on ne peut qu'apporter une aide extérieure. Donc, on va faire des traitements de substitution pour apporter les éléments que les ovaires n'apportent plus. Et c'est ce qu'on appelle un traitement hormonal substitutif. D'accord. À part les traitements hormonaux substitutifs, il y a les alicaments, donc les compléments alimentaires. Qui contiennent des phytohormones qu'on peut utiliser également, qui résolvent un tant soit peu aussi le problème. Mais ce qui est sûr, on peut prendre des médicaments et sous le traitement, la vie s'améliore. Mais est-ce que notre médecine est au pas par rapport à ça? Parce que vous allez entendre beaucoup de femmes dire non mais bon, nos médecins ici au Bénin ne sont pas efficaces. Si tu vas ailleurs, on pourra te traiter ça. Est-ce qu'en matière par rapport à la ménopause précoce, il n'y a pas des avancées en la matière où on peut même en guérir? Non, on ne peut pas en guérir sauf si on fait une transplantation d'ovaires. Si on va chercher les ovaires d'une jeune autre femme pour venir poser à une autre femme, c'est possible, mais ce n'est pas une opération qui est déjà pratiquée une seule fois d'ailleurs. Pour le moment, non. D'accord. Je sais qu'on a pratiqué une greffe d'utérus qui a réussi et que la personne a même accouché, mais on n'a pas encore fait de greffe d'ovaires. Donc, ça n'existe pas de traitement curatif de ménopause. D'accord. Je suis sûr que des téléspectateurs ou téléspectatrices ont bien envie de vous poser la question, s'ils étaient ici ou bien si elles étaient ici. Est-ce qu'une femme qui connaît la ménopause précoce, suite à des traitements, peut enfanter? Bien sûr. La stérilité dite, elle n'est pas une stérilité infranchissable. Il y a les moyens, avec la médecine d'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qu'on peut utiliser pour arriver à bout. La fécondation in vitro est spécifiquement le moyen le plus simple aujourd'hui qui permet de résoudre assez bien
parce que c'est une efficacité de 20 à 40%. D'accord. Je dis docteur, Monsieur Roubata, vous êtes avec nous? Monsieur Roubata? Oui, je suis avec vous. D'accord, parfait. Quand le mal ne vient pas de la femme elle-même et que l'homme ne comprend pas, quelles pourraient en être les raisons? Quand l'homme ne comprend pas que sa femme ne peut plus jouir comme cela se doit, ne peut plus lubrifier comme ça se doit. Comment on peut expliquer cela? Ah mais là c'est compliqué, c'est là la question de la maturité arrive. Parce que généralement vous allez voir, ces hommes ils commencent à bouder, ces hommes ils commencent à être incontrôlables et puis créer toutes sortes de situations pour que l'ambiance conjugale soit pourrie et ils préfèrent aller se chercher avec une petite éducation plutôt que de réfléchir ensemble. Parce que ce n'est pas toujours de gaieté de cœur pour une femme de ne pas pouvoir satisfaire son mari. Et vous savez qu'une fois, j'ai pris une femme qui était convalescente et qui a été longtemps malade, parce que toujours il y a des médecins autres, qui un jour me faisait la consultation, mais vraiment ça fait déjà près de 8 mois que je ne sais pas faire jouir mon mari. Je dis, mais toi tu es là, tu ne penses pas, tu dis, mais comment je vais faire, tu vois? Vous-même, même jusqu'à où le père de la femme est supposé pour son mari. Parce que ce n'est pas toujours évident l'effet contraire. Ouais. Maintenant, c'est en ça aussi que quand dans le couple, bon, les gens de la crainte de Dieu, ils sont là, quand même, ils disent qu'ils s'engagent pour le meilleur et pour le pire. Bon, c'est-à-dire quand l'un des membres est un peu dans cette situation, ensemble, ils réfléchissent. On ne peut pas activer, on ne peut pas voir que c'est un fonctionnement de l'autre et que la responsabilité lui incombe. Mais on voit que c'est une situation qui nous concerne en tant que couple. C'est ensemble que nous devons réfléchir. On est davantage encore amené de soucis au cœur de ce qu'elle vit déjà, à sa cause de femme, parce que déjà, du point de vue, elle est malaisée, du point de vue physiologique, elle est malaisée, du point de vue aussi psychologique, elle est malaisée. Donc, on fait l'effort quand même de l'accompagner pour qu'ensemble on puisse trouver une issue. Et c'est encore là une autre manière de réinventer l'amour. C'est vrai que tout à l'heure, madame disait sur le plateau que d'abord un homme et une femme se mettent ensemble pour jouir. C'est vrai, c'est normal. Mais lorsque, avec le cours de la vie, des situations qui arrivent, on se rend compte qu'il y a cette intimité qui ne commence pas à fonctionner. Ensemble, on réfléchit. Et ensemble, même encore, il faut voir dans quelle mesure réorienter les choses pour qu'on puisse vivre l'intimité de façon un peu plus prolongée que nécessairement pas le contact sexuel. Et puis lorsqu'on parle même d'intimité sexuelle, le sexe n'est qu'un seul aspect de la manière dont un couple peut vivre de leur sexualité. D'accord. Merci, M. Roubata. Vous continuez de garder la ligne. Nous allons à présent, mesdames, messieurs, faire un clin d'œil à la famille WhatsApp de cette émission, nos internautes qui interviennent dans le débat également. Et nous avons un message du docteur Romuald Boton qui dit ceci. Toutes les situations difficiles dans un couple peuvent entraîner un déséquilibre dans un foyer et pourtant, le couple affronte ensemble. Si un conjoint ou une conjointe est naturellement immature et irresponsable, faut pas, il va mélanger ses propres problèmes avec ménopause précoce. Parce que s'il y a des équilibres pour ça, donc il y aura un imbroglio pour les autres situations difficiles du foyer. Voilà pourquoi on dit le mariage, c'est pas pour les immatures. Pour les solutions idoines pour la ménopause précoce, c'est trouver la cause et, si possible, la traiter. Et si c'est hormonal, un traitement peut être effectué. Voilà, je crois que c'est le message principal que nous avons. Oui, mais bon, on peut également parler du message de Martin Chaffa, qui dit, est-ce que là où il y a l'amour, il y a ménopause? Ah, voilà une question. Maintenant, en tout cas, nous les émancipés, nous avons tout à la pharmacie pour satisfaire notre épouse, à moins qu'on veuille me dire que le couple n'a pas fini de procréer.
Et oui, voilà, nous tendons vers la fin donc, de ce débat matinal. Madame Péon-Nicole, si vous devriez donner des conseils, si vous devriez clôturer ce débat, que diriez-vous ce matin? Pour clôturer ce débat, je dirais que bien vrai que la ménopause s'installe de façon précoce chez certaines femmes, il ne faudrait pas que le couple prenne ça comme un mal éternel qui peut ne pas être solutionné. Voilà. Donc, je dirais que l'arrivée de la ménopause précoce chez la femme ne soit pas un souci, voilà, mais qui s'asseye en discute. Voilà, de la famille, du couple. Et il faudrait que la famille s'entende pour trouver un moyen voilà, de régler comment cela. résoudre cela. Comme le disait Matin Chafa, tout est à la pharmacie aujourd'hui. Docteur, pour conclure, des solutions pour vos patientes, clientes? Voilà, tout est à la pharmacie, mais il faut passer par le docteur avant d'y aller. Ah ben voilà, l'automédication proscrite. Allez demander à votre médecin, au mieux à votre gynécologue, des conseils quand ça ne va pas pour la sexualité. Le gynécologue n'est pas forcément compétent pour régler les problèmes de sexualité, mais il peut découvrir des causes qui induisent des anomalies dans la sexualité. S'il n'y a pas de cause organique à traiter, il demeure des thérapeutes auxquels on pourrait faire recours. Un pan de la question qu'on n'a peut-être pas bien soulevée, c'est la question de la sociologie, de l'éducation des partenaires dans le couple. Je ne voudrais pas tirer sur les femmes, mais les femmes n'ont pas forcément tendance souvent à préférer conserver la sexualité active dans le couple avec le temps. C'est facile de voir les femmes, dès qu'elles ont 3-4 enfants ou 2-3 enfants, commencer à préférer se préoccuper des enfants plutôt. Est-ce qu'il n'y a pas également un problème physiologique? Non. Il faut laisser le docteur comme là. Quel que soit le problème physiologique qu'il y a, justement, c'est le moment de mettre le problème sur la table. On ne peut pas fuir. On ne va pas passer son temps à fuir. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les hommes se sentent délaissés par leur épouse. Disons aussi cela. Donc, si les femmes et les hommes veulent bien, que chacun y participe franchement, voilà. Et surtout que l'hypocrisie féminine disparaisse. Quand je dis l'hypocrisie, elle est liée à l'éducation, elle est liée à la perception de la société, elle est liée à l'image du genre féminin que nous avons au Bénin. On a le genre de femme qui n'a pas le droit de trop exprimer un certain nombre de choses, y compris la sexualité. Pour que la femme revendique sa satisfaction sexuelle, elle est déjà considérée comme une femme légère. Légère, c'est ça. Et pour ne pas donner cette image, beaucoup de femmes commencent par la mettre en veilleuse. Alors, pardon, réveiller, allumer les cœurs. Allumer les cœurs. On aura compris, Dr. Adossou. Alors, merci, Monsieur Orubata, d'avoir été là. Si vous devez en 30 secondes dire un dernier mot. En 30 secondes, si je dois dire un mot, je vais dire la ménopause, c'est une étape où nous sommes appelés encore à plus de maturité dans la vie du couple. D'accord. Parce que c'est la période vraiment où on réinvente l'amour. C'est la période où le couple atteint un niveau de maturité où on est obligé d'exprimer ce qu'on a toujours vécu autrement. Et là, on a besoin de rester fort pour que ça ne vienne pas ébranler les fondements de ce couple qui est quand même un cadeau. Merci, M. Orubata. On vous souhaite une excellente journée. Mesdames, Messieurs...
Oui, c'est nous. Mesdames, Messieurs, on va donc mettre fin, un terme à ce débat. On espère avoir apporté un petit plus à toutes vos connaissances en la matière déjà. Ce qui est sûr, nous, notre souci, c'est de vous voir heureux dans vos couples, quel que soit ce qui se passe, parce que si vous êtes heureux, nous serons encore plus heureux de vous servir. Et parlant justement de service, nous allons prendre une petite pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Eh oui, mesdames, messieurs, nous l'avons promis, le boulevard de la culture s'ouvre devant nous et voici, sans autre forme de procès, us et coutumes. Le mariage, lorsqu'il est fait, il y a ce qu'on appelle le sel. Le sel est donné aux parents paternels et maternels de la femme. Et quand ça arrive auprès des parents paternels et maternels, le sel va dans toutes les familles, dans tous les foyers. Et même l'enfant qui tète est associé à ce mariage. Et donc, par conséquent, quand on fait le mariage, ça lie deux communautés, deux familles, deux collectivités, deux clans. Et c'est pour cela que le Natamba, sa femme, lui, est chère. Et pour faire le mariage, ça dure 9 ans chez le Natamba. C'est-à-dire le processus? Le processus dure 9 ans et le mari travaille pendant 9 ans pour le compte de sa belle famille. Il y a une cérémonie qu'on appelle un Wela Tiabo. Donc c'est quand ils vont manger ensemble. On amène la jeune fille et le garçon à manger ensemble. Donc c'est à cette occasion-là qu'ils se connaissent, s'ils ne se connaissaient pas. Et c'est en ce moment-là que le mariage est considéré comme scellé. Les parents arrangent, les enfants consentent. Et moi, ce qui me paraît un peu curieux, c'est que je constate que les mariages qui sont faits sous le régime de la coutume, ces mariages-là durent plus longtemps que nos mariages actuels. Parfois, je me demande si on ne va pas retourner à ce mariage-là. Parce qu'ils sont plus solides, ils sont plus assis, parce que toute la famille participe à l'entretien du couple. Il n'y a pas d'excision chez les Natamba. Peut-être que l'homme peut aller choisir une femme ailleurs, dans une ethnie voisine, où ça se pratique. Mais chez les Natamba, ce n'est pas une pratique qui est reconnue. La densité de la richesse de notre culture, sinon de nos cultures en Afrique en général et au Bénin en particulier, n'est plus donc à démontrer. Il était donc question du mariage chez nos parents, les Natamba, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Alors, on va enchaîner avec le prénom africain. Et là, ça va être avec nos parents, les Wemenu, on suit.
C'est quand on se moque de quelqu'un trop, ou un couple, ou c'est le mari, ou c'est la femme, ou c'est le grand-papa qui aurait vécu des moments de critique de la part de ceux qui l'entourent. Donc, quand il met au monde un enfant, il dit, mais qui de ceux-là qui parlent de moi là, qui pensent que je ne vais pas devenir riche demain, qui pensent que je ne vais pas avoir mon enfant demain, qui pensent que je ne vais pas construire comme eux, qui d'entre eux est allé là où est-ce qu'on reçoit les bénédictions chez l'Éternel Créateur au moment où je venais. Ça, ce n'est pas une prière. Et c'est plutôt une démystification de la critique. Il est en train de démystifier la critique. Êtes-vous allé vers l'Éternel pour savoir ce qu'on m'a accordé comme destin? C'est démystifier les critiques. Vous voyez, ça, ce n'est pas une prière. Mais c'est démystifier, c'est multiplier par zéro ce que les gens disent pour les ignorer, pour ignorer ce qu'ils disent là. On donne ce prénom à son enfant pour se calmer. La signification de nos prénoms agit vraiment dans notre vie. C'est comme ça. Moi, mon épouse, par exemple, là, elle a reçu trop de critiques. Mais elle multiplie tout ça là-bas. Elle néglige tout, elle oublie tout, elle ignore. Elle ne regarde même pas ceux qui parlaient mal d'elle. Mais aujourd'hui, c'est vrai, elle est la plus en vue. Nul ne décide du destin de son prochain. Seul le dernier mot appartient à l'Éternel Dieu créateur. Gbéyitin, c'était donc le prénom africain du jour que nous présentait l'homme qu'on appelle Anis Pépé. Eh oui, notre Anis Pépé, oui mais nous. Oui, tout simplement. C'est Dieu qui décide de qui, ou bien de ce que chacun doit être, de ce que chacun doit recevoir. Si votre situation est plus ou moins reluisante aujourd'hui, ce n'est pas la peine de vous moquer de l'autre. Voilà, puisque ce que vous pensez qu'elle ne peut pas avoir, cette personne finira par l'avoir. Ah, on dit qui n'a pas encore traversé la rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Eh bien voilà, on ne va pas se moquer de qui que ce soit ici, on va plutôt enclencher sur caricature. La capture matinale, qu'est-ce que nous allons découvrir aujourd'hui, mesdames, messieurs? On va y aller tout de suite. Et voilà, le téléphone portable, cette chose qui te rapproche de ceux qui sont loin, mais qui t'éloigne de ceux qui sont juste à côté de toi. Et vous voyez l'image, Madame Danonde? Effectivement, ils sont à table en plus. Hein? Ils sont à table, Papa, justement. maman et enfant. Oui. Et tout le monde a les yeux fixés. Le repas est servi. On mange même pas, hein? Le repas est ignoré. Oui. Et les yeux sont grandement écarquillés dans le téléphone portable. C'est quand même un phénomène, hein? C'est quand même quelque chose qui nous arrive. Oui, malheureusement, hein, ça décrit parfaitement ce qui se passe aujourd'hui dans les ménages, dans les familles. Parfois même, papa et maman pour échanger si elle est au salon et papa est peut-être dans sa chambre parfois, par téléphone, par WhatsApp, on s'écrit. Et puis bon, voilà, et ça diminue la chaleur humaine qui devrait nous caractériser. Vous voyez les gens à table,
on est proche, la convivialité qui devrait régner ne règne plus. Et puis, le téléphone, effectivement... Il n'y a plus de sujets de discussion. Oui, entre de vive voix comme ça, pas du tout. Où on peut rigoler. On est plus proche de ceux qui sont loin que de ceux qui sont juste à côté, effectivement. Ceux qui sont juste à côté deviennent des étrangers. Malheureusement. Et je pense que dans certains foyers, dans certaines structures même, ils essaient, des gens essaient de trouver des solutions pour éviter cet impact des smartphones aujourd'hui dans la vie quotidienne. Absolument, oui. À table, c'est son téléphone portable. Oui. Tous les téléphones sont déposés au milieu de la table. Vous voyez, le repas est bien servi, j'imagine. Et on se concentre sur l'essentiel, sur l'urgence, sur ce qui est... Mais Madame Danone, je me pose une question. Est-ce que le repas a été préparé par la dame elle-même? Parce que j'imagine pas une femme qui a pris son temps, qui a fait la cuisine, et avec amour, avec son temps et tout, va servir le repas. Non seulement elle regarde les autres avec le téléphone, elle-même va prendre le téléphone et dire bon, ok, je m'associe à vous, ça y est, on a qu'à regarder. Non, je pense que... Vous n'avez pas tort, hein, n'est-ce pas? Oui, vous n'avez pas tort. Alors, quand c'est arrivé comme ça, je pense qu'il faut mettre un panier désormais sur la table. Ah oui, et on récolte les téléphones. Et après le repas, on les prend. Parce que le téléphone nous éloigne. C'est vrai que le téléphone devient un outil de travail. Oui, vous ne pouvez pas imaginer, mais il faut mettre des limites. Parce que pour beaucoup, on ne peut pas s'en passer. Non, mais on peut s'en passer. N'est-ce pas? Quand votre téléphone sonne, mais on sursaute à la limite, il faut... Non, mais quand même, le téléphone ne peut pas vous dicter sa loi. N'est-ce pas? Mais j'imagine quand vous perdez votre téléphone, vous rapidement, vous allez acheter un autre. Oui, mais franchement, depuis quelques années, j'essaie d'éviter ça. Ah non, oui, franchement. Ça c'est vrai. Hein, il nous arrive, c'est une drogue, il nous arrive par ici d'appeler Madame Danone fatiguée et parfois... le téléphone. Non, je ne vois aucun secret. Non, il nous arrive parfois de chercher à joindre Madame Danone pour le boulot. Ça, c'était mes débuts, ça, le téléphone portable accroché. On est accroché à certaines manières que... On a des images sur les réseaux sociaux où l'enfant on donne le bain à l'enfant est dans l'eau, mais maman... on risque de noyer l'enfant. Maman, je suis encore dans l'eau. Ça fait rigoler, mais c'est une réalité. Je pense que nous devons commencer par nous imposer des limites. C'est important. Alors, nous, on est heureux d'être proches de vous, mais on vous demande de ne pas vous éloigner de ceux qui sont juste à côté. Et c'est bien dommage que les parents puissent donner de tels exemples aux enfants. Oui, c'est ça. C'est ça, malheureusement. Allez, chacun prendra donc les dispositions qui s'imposent. Et ce qui s'impose tout de suite, c'est bel et bien l'instant éco, l'instant business, et ça va venir juste après ce jingle. C'est un fruit qui est devenu carrément un fruit de toutes les saisons. Nous l'aimons, on aime bien quand c'est bien rouge et bien juteux. On veut parler ce matin donc de la pastèque, n'est-ce pas, Madame Danone? Bien sûr, de la pastèque. Assez rentable. Hein? Certains vous diront que ce n'est pas mon fruit, hein? C'est pas... C'est parce qu'ils n'ont pas vraiment goûté, hein? je pense. S'ils ont pris le temps de vraiment goûter à la pastèque, le jus, manger, déguster au naturel, attention, ils vont aimer. Franchement, et ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a, je crois, une dizaine d'années, on ne constatait pas autant. Oui, cette floraison, cette prolifération de la pastèque. De la pastèque. Oui. Aujourd'hui, c'est comme si on a découvert, on a aimé, et puis on peut plus s'en passer. À toutes les saisons, il y en a. Il y en a, à toutes les saisons. Et il faut le préciser, beaucoup se disent que c'est ailleurs, sur la toile, vous allez lire, c'est le Niger qui est au top aujourd'hui en matière de production. Mais les Béninois sont rentrés dans la danse. Hein? Les Béninois sont rentrés dans la danse et on peut avoir de la pastèque en toute saison. On fait une production contre-saison et également en pleine saison. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer de faire la commercialisation et la production de la pastèque. On y va. Nous vous proposons de faire un projet de 250 à 500 000. Oui, pourquoi pas. Déjà, dans ce montant, vous achetez une terre. S'il y a possibilité de prendre conseil auprès d'un ingénieur agronome, quelles sont les terres favorables pour la culture de la pastèque? Quelles sont les variétés de pastèque? Parce qu'il y a plusieurs variétés. Oui, comme on le voit à l'image là. Voilà, quelles sont les variétés de pastèque que vous pouvez produire? Parce qu'il faut quand même retenir que ceux qui en achètent chez les producteurs, une pastèque comme ce qu'on a déjà là, par exemple, peut coûter 1 000 francs. Oui.
Oui, mais absolument. on gagne au moins 200 francs. Là-dessus. Au moins 200 francs sur chaque pastèque vendue. Déjà, certaines femmes vous diront qu'elles en ont de 50 francs jusqu'à 2000 francs. Oui. Et ça dépend également de la zone de commercialisation de ce produit-là. Quand vous êtes dans les zones UP, là, le prix est différent. C'est ça, en ville, naturellement. Oui. Le prix est différent. Oui. Et beaucoup aujourd'hui s'investissent là, préfèrent envahir les villes pour en faire la commercialisation. Toujours à la recherche de la rentabilité. De la rentabilité, parce qu'effectivement, quand vous allez vous contacter un proche à Porto Novo, il vous dira, mais avec 100 francs, moi j'ai ma pastèque. Ah ouais? Oui, ah mais oui? à Cotonou... c'est à partir de 1000 francs. De 1000 francs, vous avez la pastèque. On se demande bien si c'est chez les mêmes producteurs, ils vont. Donc, nous allons vous proposer de faire un budget de 500 000 environ, dans lequel vous aurez votre terre, vous aurez des conseils d'agronomes, vous allez faire votre plantation également, installer une unité de transformation. Parce que pour l'instant, ce qui coule les rues, c'est le fruit lui-même. Voilà, c'est le fruit lui-même. Beaucoup sont dans la transformation, mais ils sont rares. On n'a pas encore des jus de pastèque réellement, à moins que ce soit pressé nature rapidement. Pressé nature rapidement. Certaines femmes qui sont dans la transformation agroalimentaire s'investissent un peu dedans, mais c'est un marché qui est un peu vierge encore que vous pouvez explorer. Donc c'est la proposition que nous pouvons faire aujourd'hui, mais il faut dire, quand vous en consommez, vous n'avez plus, on ne va pas le dire, vous n'avez plus besoin en tant que tel de consommer de l'eau parce que c'est à plus de 90% rempli d'eau. Oui. Et quand on sait qu'il faut vraiment s'hydrater dans la journée, c'est un bon fruit. Et les femmes aujourd'hui, celles qui en achètent et découpent un peu comme les papayes que nous avons dans les feux, à 100 francs, elles vous vendent la tranche. La tranche. Voilà. Mais là, il faut faire attention. Il faut qu'on dise à nos téléspectateurs de faire très attention parce qu'il y a malheureusement certaines dames mal intentionnées qui mettent de l'eau sucrée, qui ajoute de l'eau sucrée à cette tranche de pastèque. Oui, j'en ai vu personnellement et j'ai interpellé la dame. Et bon, c'est pour mieux vendre. Ne déborde pas d'imagination. Voilà, vous croyez. Pas de déborder en imagination. Voilà, vous croyez avoir acheté de la tranche de pastèque nature bio, mais il y a du sucre là qui est passé par là. Ce n'est pas normal. Voilà. C'est bien, non, c'est ce à quoi nous avons pensé aujourd'hui. Merci à vous, Madame Danonde. On va juste un projet de production et de transformation de la pastèque. Eh oui, c'est, je crois, une très belle idée. Il y a beaucoup de terres qui ne sont pas exploitées, on ne va jamais cesser de le dire. Il y a beaucoup qui achètent des hectares, qui ne savent pas ce qu'il faut en faire. Il n'y a pas que les essences forestières, il nous faut des produits vivriers et je pense que la pastèque en matière de fruits pourrait être un bon business. En tout cas, essayez et pourquoi pas, vous viendrez témoigner, pourquoi pas, sur ce plateau dans la rubrique Instant Éco. Et l'instant qui va suivre, c'est Instant Musique. On va retrouver donc notre artiste Madano pour faire la dernière marche pour descendre. On dit l'amour ça rend le même amour ça détruit. Des fois l'amour te mélange, tu souris bêtement jusqu'à ça te suffit. Faut jouer à pile ou face avec une pièce de 25. Tu vois l'amour c'est comme ça, il a deux visages donc on va faire avec. Faut choisir ton camp. Qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Faut choisir ton camp. Qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? Ça c'est les choses de l'amour. Les choses de l'amour. L'amour c'est comme ça, c'est trop fort, c'est bizarre. Ça c'est les choses de l'amour. Les choses de l'amour. L'amour c'est trop fort, c'est bizarre, c'est comme ça. On peut t'aimer pour ton physique, on peut t'aimer avec le cœur, ou bien parce que tu es stylé, t'es charismatique, t'es frimeur. On peut t'aimer pour ton talent, aucun homme n'est vilain avec l'argent. C'est l'eau qui lave, mais au
final, chacun son genre. Y a des gens qui se battent pour leur travail, ça c'est l'amour intellectuel. Y a des gens qui aimeraient tout le monde, ça c'est l'amour fraternel. Y a des gens qui ici, c'est l'amour que nous vous portons, hein, l'amour de vous servir, l'amour de servir notre nation, pourquoi pas. Eh bien oui. Chacun a son poste. Hein. Ah bien, on n'a pas le choix. N'est-ce pas? En tout cas, on va rappeler aux jeunes que la musique, elle est bien bonne, bien à écouter, mais on va repréciser. Ton premier amour, c'est ton travail. C'est ton travail. Ton premier mari, c'est ton travail. Ta première femme, c'est ton travail. Alors, tu auras tout le temps, jeune roi, jeune reine, d'aimer, de vivre la vie de l'amour. Mais les choses de l'amour, il faut les laisser d'abord étudier, apprendre le métier, aller de l'avant. Et comme le dit Alain, un bébé ne fait pas bébé. Un bébé ne fait pas bébé. Voilà, il faut faire attention. Mesdames, Messieurs, nous avons été heureux de vous avoir tenu compagnie. Merci, on se retrouve très prochainement. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à la réalisation de cette émission aujourd'hui. Ange Niquez d'Orego. Il est resté à la réalisation. Bien sûr. Armel Huedano est resté au son. Merci à tous nos stagiaires, à tous les autres collaborateurs, à tous les autres collègues, à nos collègues de la diffusion, de la post-production. Post-production également. Allez, au revoir et bonne journée. Kira Ekari Yamusu, Président Moures, Aziza Djabé, Azal Tomiki.